Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle rencontre midi de l'IREMO. Et je vais vous faire une confidence pour commencer. Il y a 50 ans, à quelques pas, je suivais des études de philo et on étudiait notamment Nietzsche. Vous me direz quel rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais il y en a un. C'est que j'ai repensé, en préparant cette rencontre, en lisant le livre de Manon, à cet éternel retour qui était un des thèmes favoris de Nietzsche et sur lequel on avait planché. Je dis ça parce qu'en fait, quand on regarde sur la longue période, on a une longue succession de séquences d'ouverture et de séquences de fermeture entre les deux pays, de coopération et de rupture. Alors, pour les périodes d'ouverture, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même de mémorables, et notamment au moment de l'arrivée de Bachar al-Assad au pouvoir, lorsque Jacques Chirac, en plein paternalisme, le prend sous son aile, et s'en déclare le tuteur. Et puis, il y a évidemment des périodes de divorce avec le même Jacques Chirac, avant et après en particulier, l'arrivée comme Premier ministre de Rafik Hariri au Liban. Alors plus récemment, Manon le montre très bien, on a eu des séquences aussi très contradictoires. Une séquence Sarkozy qui invite Bachar al-Assad à présider le défilé du 14 juillet. Une séquence Hollande qui, au contraire, est à deux doigts de bombarder la Syrie. Et puis, une séquence Macron où on ne sait pas très bien exactement où il veut aller, mais où il y a visiblement une acceptation de facto de Bachar comme un partenaire, ou en tout cas un interlocuteur au plan politique et diplomatique. Alors, tout le mérite de la thèse de Manon et du livre qu'elle en a tiré, puisque c'est quand même une thèse qui a donné un livre, c'est d'éclairer ces dynamiques à l'œuvre depuis 70 ans. Et aujourd'hui, je pense qu'elle va nous aider, avec son introduction, à comprendre d'abord ce que Paris et Damas attendent l'un de l'autre. Deuxièmement, quelle est la logique à l'œuvre derrière ces phases très différentes de leur relation. Et puis, au-delà, un concept sur lequel le livre insiste énormément et qui me paraît un concept très intéressant, très porteur, au-delà d'ailleurs du sujet, qui est le concept de diplomatie de levier. Alors, avant de passer la parole à Manon, je voudrais dire combien je suis et combien l'IREMO est heureux d'accueillir une jeune chercheuse, qui plus est aussi brillante. Mais pour nous, c'est très important parce que, bien sûr qu'on aime pouvoir compter sur des chercheurs et des chercheuses chevronnés, mais c'est aussi très important de faire place à la jeune génération qui s'affirme. Et là, on a un excellent exemple de cette affirmation. Donc, Manon Nourtanous, elle est docteure en relations internationales. Elle est chercheure associée à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe, je lis ma feuille, au Collège de France et au centre Thucydide à l'université Panthéon-Assas Paris 2. Elle préside le cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient, le CCMO, et elle est chargée de cours à Sciences Po. Ses travaux, pour l'instant, portent, vous l'aurez compris, sur les relations franco-syriennes, avec ce livre qui est disponible pour vous tout à l'heure, qui s'appelle Chirac, Assad et les autres, au PUF, donc qui est paru l'an dernier, à la fin de l'année dernière. Et puis, elle a écrit pas mal d'articles, notamment 2 articles que je vous recommande. L'un qui s'appelle « Tenir son rang, la politique française à l'épreuve de la crise syrienne 2011-2015 », qui est donc un peu plus actualisé que le livre, et qui est paru dans Critique internationale, le numéro 74 de l'année dernière.
Et un article, il est indiqué comme apparaître, mais je crois que c'est paru maintenant, qui est la France et l'approche multilatérale de la crise syrienne dans Afri de juillet 17, mais qui est paru, je pense. Donc, tu connais la règle du jeu, tu as 25-30 minutes pour introduire le sujet, après, nos amis vont te passer sur le grill, exprimer leurs questions, leurs contestations, leur stupéfaction, leur accord profond, comme ils le veulent, et ce sera à toi de répondre. Voilà, je te passe la parole. Merci beaucoup Dominique pour cette introduction et merci à l'IREMO de me permettre de présenter cet ouvrage aujourd'hui devant vous, donc qui est issu d'une thèse qui a été consacrée aux relations franco-syriennes sous la présidence de Jacques Chirac, donc d'où le focus dans le livre sur la présidence chiracienne, qui est à mon sens en fait un modèle de ce qu'ont été les relations franco-syriennes sur le temps long. Mais dans le livre, je développe ces relations de 46 à nos jours. Pour le dire d'entrée, mes sources ont été, donc au-delà de la littérature sur le sujet, beaucoup de sources directes avec un accès aux archives diplomatiques nationales, un accès à des documents personnels d'acteurs de la relation franco-syrienne et aussi de nombreux entretiens avec encore une fois des acteurs français, européens, syriens et libanais qui avaient pu animer cette relation franco-syrienne sur la période que j'étudie. L'objectif en entamant ce travail, c'était d'éviter plusieurs écueils. Le premier, c'est la focalisation qu'on a souvent quand on traite du Moyen-Orient sur les grandes puissances, donc sur les soviétiques puis les Russes, sur les États-Unis d'autre part, pour attirer l'attention sur une relation avec une puissance moyenne, la France, moyenne mais néanmoins centrale dans la région, pour l'histoire longue que l'on pourra évoquer et pour l'histoire coloniale en particulier. Et le deuxième point que je souhaitais éviter, c'était une approche de la région par crise, comme on l'a aussi souvent. On a des analyses nombreuses aujourd'hui, mais qui sont centrées le plus souvent sur l'événementiel, voire sur le sensationnel, ce qui rompt le récit historique et rompt l'impression de continuité qu'il peut y avoir en fait quand on se plonge véritablement dans les relations bilatérales. Donc, dans ce travail, je propose un enchaînement factuel et assez précis, j'espère, des relations franco-syriennes depuis 1946. Et je suggère aussi, Dominique le disait, un concept qui est la diplomatie de levier, qui pour moi a été, je l'ai forgé parce que ça me semblait éclairer les relations franco-syriennes. Peut-être qu'il peut s'appliquer à d'autres cas d'études. Donc j'exposerai ça. D'abord la continuité des enjeux entre la France et la Syrie. Ensuite, ce qu'est la diplomatie de levier, comment elle s'illustre et comment elle explique à la fois les phases de rupture et de relance des relations franco-syriennes. Et enfin, je terminerai en parlant des représentations que la France a quand elle traite avec la Syrie, ce qui nous permettra d'ouvrir sur l'actualité. Mais je pense que les échanges sur l'actualité concerneront surtout la partie débat. Donc l'enchaînement factuel des relations franco-syriennes depuis 1946, il me semble qu'il y a une continuité des enjeux qui nous invite d'abord à mettre en évidence les grandes caractéristiques de la relation entre la France et la Syrie. Et la première d'entre elles, me semble-t-il, c'est que c'est une relation inégalitaire. Historiquement, évidemment, si on oppose les deux pays en termes simples, on a, après 1946, donc une ancienne puissance mandataire, la France, et un pays qui, par le passé, était sous mandat français, donc entre 1920 et 1946. On a une puissance d'influence mondiale, d'une part, et d'autre part, une puissance régionale. Un pays développé et un pays en développement. Donc, simplement pour repère, au tournant des années 2000, en termes d'IDH, d'indice de développement humain, la France était au 12e rang mondial quand la Syrie était à la 111e place. Et enfin, bien sûr, un État membre d'une Europe pacifiée, d'une part, et de l'autre, côté syrien, un État dans un environnement régional conflictuel. Donc, c'est une relation asymétrique, et cela se manifeste d'abord par le fait que le terrain des relations franco-syriennes sera en fait le terrain régional de la Syrie, le Moyen-Orient.
Donc la France arrive à projeter sa puissance dans la région, alors qu'inversement, l'accès syrien à la scène occidentale ou même européenne est beaucoup plus limité. Donc l'essentiel des relations franco-syriennes va concerner des dossiers moyen-orientaux. Alors, cette inégalité, dans une volonté récurrente de rétablir ou d'établir une relation praticable, elle va être le plus souvent éludée. Évidemment, elle n'est pas mise en évidence, mais elle constitue la syntaxe de fond des relations, à savoir qu'a priori, dans une telle relation, l'État le moins puissant, ici la Syrie, devrait être exposé ou est exposé aux interactions de l'État le plus puissant, la France. Mais ce dernier, la France n'est pas pour autant capable de dicter seule, unilatéralement, les termes de la relation. Et on verra même, et c'est ce qui me semble intéressant dans le cas syrien, franco-syrien, que cette asymétrie régulièrement est renversée. Elle est compensée et que de leur faiblesse, les Syriens arrivent à être les maîtres de la relation franco-syrienne. La deuxième caractéristique, c'est que la relation franco-syrienne est faiblement institutionnalisée. Donc elle repose essentiellement sur les administrations étatiques de part et d'autre, et les acteurs de l'exécutif en particulier, donc la présidence, l'entourage présidentiel, les ministres. Hors de la période post-2011, qui est vraiment une nouvelle séquence, les groupes parlementaires, les groupes d'amitié franco-syriens comptent peu. Il n'y a pas non plus de lobby constitué, comme on pouvait le voir par exemple pour l'Irak, en France. Sur les plans locaux, les jumelages sont assez rares, à l'exception du jumelage Lyon-Alep qui a été monté en 1999, mais l'échelle locale n'est pas non plus un moteur de ce que pourrait être la relation bilatérale franco-syrienne. Et enfin, les sociétés civiles, les opinions publiques se saisissent peu de cette relation franco-syrienne. Et en particulier en France, on voit que l'opinion française peut être mobilisée sur la question syrienne, mais majoritairement sur les questions de patrimoine, de civilisation, sur les questions culturelles. Ce qui est encore prégnant aujourd'hui, en fait, quand on voit que Palmyre a pu être atteint par la guerre qui se déroulait en Syrie, on voit que c'est ces questions qui peuvent animer l'opinion française. Et évidemment, le régime en est parfaitement conscient. Donc, ces caractéristiques de la relation bilatérale, donc une relation inégalitaire entre deux appareils étatiques essentiellement, et j'ai oublié le troisième point, et peu investi à l'échelle locale, et essentiellement politique en fait, vont caractériser toute la période, quelles que soient les séquences. Alors, je vais faire un rappel chronologique rapide des grandes ruptures et phases de relance de la relation franco-syrienne, parce qu'ensuite j'illustrerai mes propos en me promenant un peu dans la chronologie, sans forcément que celle-ci aille du plus ancien à l'actualité. Ce qui est marquant en tout cas, c'est que ce sont des événements internes, régionaux et internationaux qui vont scander les relations entre la France et la Syrie. Le premier d'entre eux, c'est bien sûr l'indépendance de la Syrie en 1946, donc après la période mandataire française. C'est suivi 10 ans après de la crise de Suez, donc qui est la crise à l'issue de la nationalisation de la Compagnie du Canal par Nasser en Égypte, qui va donner lieu à une intervention franco-anglo-israélienne en Égypte, contre l'Égypte, et ce qui va provoquer une rupture des relations entre la plupart des pays arabes en fait, et la France et les Britanniques en particulier, mais la France de manière plus longue. Et on va avoir une période de 5-6 ans où la France va mener une politique qu'elle appelle la politique du cheveu de l'émir. C'est une expression qu'on retrouve dans les télégrammes diplomatiques, qui est une politique discrète de présence, où en fait il s'agit de maintenir une présence culturelle, économique éventuellement, mais tout en ayant conscience que le climat de nationalisme arabe ne va pas permettre dans l'immédiat le développement d'une relation politique. Donc de 56 à 62, la relation franco-syrienne est ainsi. En 62, les relations sont rétablies, ensuite à un triple événement. Le premier, est un événement français, c'est que le général de Gaulle revient au pouvoir avec un changement de république.
en France en 58. Le second est un événement régional, c'est la fin de la République arabe unie qui unissait l'Égypte et la Syrie depuis 58 et qui prend fin en 61. Et le troisième, c'est tout simplement la fin des guerres coloniales françaises et les accords d'Évian en 62, puisque la Syrie était sans doute un des pays arabes les plus mobilisés à l'époque contre leur ancienne puissance coloniale et la puissance coloniale qui était encore présente au Maghreb, et très solidaire de leurs frères arabes algériens. Donc le nouveau contexte de 62 permet une relance des relations entre les deux pays sur des bases nouvelles, et ça va être véritablement des relations entre deux pays indépendants avec un héritage mandataire très faible. La rupture de 56 aura été pour ça fondamentale. Ensuite, les événements sont plus connus. Donc en 70, le coup d'État d'Assad, qui prend le pouvoir et qui devient président en 71. La guerre civile libanaise et l'intervention syrienne au Liban en 76. La France, les États-Unis s'en accommodent, on le verra un peu plus tard. Les années 80, marquées par des enlèvements, des attentats sur la scène libanaise, mais qui vont impacter aussi fortement les relations franco-syriennes. Et ensuite, la présidence de Jacques Chirac, qui est une présidence de relance, donc il arrive au pouvoir en 95. Cette relance va être accentuée quand la succession de pouvoir se fera côté syrien, donc une succession de type familial, et quand Bachar el-Assad devient président en 2000. Avant une nouvelle rupture autour de ce qu'évoquait Dominique, l'assassinat de Rafik Hariri, et même quelques mois avant, donc une crispation de la scène libanaise, le Liban étant central dans la vision française du Moyen-Orient, qui va entraîner une rupture des relations franco-syriennes. Ce qui n'empêche pas Assad d'être 3 ans plus tard à Paris en 2008 sur les Champs-Élysées, au 14 juillet. Et puis, dernier renversement, la crise de 2011, qui aboutit à la décision française de fermer l'ambassade à Damas en mars 2012. Donc on pourrait poursuivre, on pourrait mentionner d'autres événements, mais on voit comme ça ces fluctuations des relations franco-syriennes, entre ruptures parfois très violentes, très brutales, et relances plus ou moins profondes, et qui reposent sur des déterminants souvent variables. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, mon ambition dans ce travail, c'était de trouver une ligne directrice, en fait. Donc, de trouver une crise de lecture, un facteur qui pourrait expliquer à la fois les phases de relance et celles de rupture. Donc, est-ce qu'il y a une causalité unique qui explique ces variations? Et celle que je propose, c'est que, en fait, le face-à-face stricto sensu entre la France et la Syrie ne compte pas. Donc, que la relation bilatérale entre les deux pays est instrumentalisée. C'est-à-dire que, contrairement à une relation bilatérale classique, comme on pourrait avoir entre la France et l'Allemagne, qui est construite sur des dossiers bilatéraux avant d'être élargie, par exemple sur la scène européenne, où on a un couple franco-allemand actif, eh bien, dans le cas franco-syrien, mon sentiment, c'est que c'est l'inverse qui se produit, à savoir que ce sont les dossiers régionaux qui comptent, ce sont eux les moteurs de la relation, et pour avoir un rôle sur ces dossiers, ça induit de construire une relation bilatérale. Donc la relation bilatérale est indirecte, elle est instrumentalisée, elle sert à créer un climat de confiance pour avoir un rôle sur d'autres dossiers. Alors, j'ai appelé ça d'abord la relation pour les autres, pour faire écho à Hassan Tueni qui parlait de guerre pour les autres au sujet de la guerre civile libanaise. Et je l'ai ensuite appelé la diplomatie de levier, parce que je voulais montrer que plus que cette instrumentalisation, en fait, ça donnait une force à chacun des deux pays. Donc la relation bilatérale fait levier, et comme avec un levier, on arrive à démultiplier sa propre force sur les différents dossiers. Donc, très simplement, pour la France, on utilise la Syrie pour avoir un rôle sur les dossiers moyen-orientaux, et la Syrie utilise la France pour sortir souvent d'une alliance exclusive avec les Soviétiques, puis les Russes ou avec les Iraniens, et parfois, quand c'est possible, pour accéder à l'oreille occidentale, européenne, plus rarement américaine. Donc l'objectif est toujours autre. C'est très clair dans une crise qu'on a un peu oubliée, qui est la crise de 96 dans la région, qui était en fait l'intervention israélienne au Liban,
que les Israéliens ont baptisé Opération Raisin de la colère. Donc en 96, Jacques Chirac vient d'être élu président. Il veut un rôle pour la France au Moyen-Orient. Et il pense que la Syrie peut être l'ancrage de ce rôle français dans la région. Et donc, il va envoyer une délégation de diplomates autour de son ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, qui vont établir leur QG à Damas pour rayonner dans la région, dans les différentes capitales, et qui vont en fait être les premiers dans la région avant les Américains et avoir l'oreille des Syriens sur cette question. Donc, par ce partenariat France-Syrie, qui se construit en 96, la Syrie va donner à la France un rôle de premier ordre en tant que médiateur d'un conflit symbolique important sur la scène internationale. Damas va permettre aux Syriens de rencontrer des gens du Hezbollah, des responsables iraniens, alors que les Américains refusent ces contacts à la même époque. Et en échange, les Syriens obtiennent que l'accord final, qui va être parrainé à la fois par Paris et par Washington, soit un accord moins pro-israélien qu'un accord parrainé par les Américains seuls. Donc les deux trouvent un intérêt. Et on a comme ça différents exemples. Le dialogue franco-syrien va permettre à la France de se prononcer sur les élections présidentielles libanaises de 98, puisque les faiseurs de roi sont les Syriens. Lors de la préparation de la guerre en Irak en 2003, les deux pays sont à l'ONU, au Conseil de sécurité. Il va y avoir une coopération intense pour s'opposer à la guerre américaine, etc. À l'inverse, cette instrumentalisation, cette diplomatie de levier explique aussi que les ruptures puissent être très brutales, en fait, puisqu'il n'y a rien de substantiel qui est construit entre les deux pays. Tout est instrumentalisé, et donc la relation peut très vite être rompue dès lors que l'effet de levier ne fonctionne plus. Alors, est-ce que cette proposition est valable sur toute la période ? Il me semble que oui, mais qu'elle est accentuée à partir de l'arrivée au pouvoir d'Assad en 70 par son coup d'État qui va ouvrir une nouvelle séquence entre les deux pays, sans d'ailleurs que les deux pays n'en soient immédiatement conscients, puisqu'il y a eu une séquence d'instabilité précédente en Syrie, très longue. Donc la France n'identifie pas tout de suite que le coup d'État de 70 va amener un dirigeant qui est là pour rester. Ce que ça change dans les relations, c'est que, comme l'explique très bien Patrick Seale, Assad arrive au pouvoir et s'y maintient à travers une lutte pour le Moyen-Orient. Et donc sa stratégie, ça va être de limiter la conflictualité sur la scène interne, en fait de verrouiller la scène interne par la coercition, et parallèlement de s'investir sur la scène régionale dans les différentes crises, et donc d'externaliser la violence sur la scène régionale, au Liban, sur le dossier israélo-arabe en particulier, par rapport à l'Irak également. Donc la scène interne est verrouillée et la conflictualité est reportée sur la scène régionale. Donc en faisant ça, tous les dossiers régionaux vont être liés, ce qui donne à chacun une valeur de marchandage. Donc on peut faire un compromis sur un dossier contre un autre sur tel autre. Ce qui permet d'ailleurs au secrétaire d'État américain Kissinger en 73 de parler de linkage. Donc tous les dossiers sont liés et tout geste sur un dossier peut avoir une contrepartie ailleurs. C'est très clair aussi lors de la guerre du Liban en 76 où il apparaît très vite qu'aux yeux du président syrien, la sécurisation de la Syrie et de son propre pouvoir passe par le Liban, y compris si ça doit se faire aux dépens d'autres acteurs arabes comme l'OLP d'Arafat. Et c'est un processus que la France accepte, donc que les présidences françaises successives prennent en compte. Et d'ailleurs, en 76, en pleine intervention syrienne au Liban, Assad est à Paris, au mois de juin 76. Il est reçu par Valéry Giscard d'Estaing. Et les Français, à l'époque, se contentent de saluer l'intention de retrait de la Syrie, qui est à la fois prononcée par Assad et par Khaddam, qui était venu un peu avant lui à Paris. Donc la France ne s'oppose pas à cette politique syrienne et elle va même en faire la base de son approche de la Syrie. Donc on voit bien que là, on n'est pas dans un schéma classique d'engrenage des puissances internationales par des acteurs locaux qui seraient en difficulté et qui les pousseraient à venir les aider. Mais le processus est inversé.
Et l'acteur local, qui est supposé être moins doté des attributs de la puissance, montre à plusieurs reprises que c'est lui qui maîtrise la relation et que c'est lui qui en impose les termes. Simplement pour mémoire, c'est aussi à cette époque que la communauté scientifique française va commencer à parler d'états pivots, de plateformes régionales ou de verrous pour la Syrie, entérinant en fait cette centralité de la Syrie dans la région, mais aussi d'Assad dans le système syrien. Alors mon dernier point, je ne sais pas si on entend, ça va, on est bien, concerne les représentations qui guident l'approche française de la Syrie et qui découlent de ce que je viens d'expliquer, en renversant la symétrie originelle. La première, c'est que en fait, la formulation de la politique française à l'égard de la Syrie se fait à partir du postulat posé par Hafez al-Assad et de ce qu'on a appelé sa potentialité de nuisance. Donc, la politique d'Assad à l'époque, c'est de laisser se dégrader les crises, enfin à l'époque, c'est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, laisser se dégrader les crises, les lier entre elles, et ensuite se poser comme partenaire de leur résolution, ou au contraire, laisser entendre qu'il peut les laisser s'envenimer. La diplomatie française intègre cela dans sa propre gestion du dossier syrien. Et donc, on voit dans les années 80 qu'Assad est décrit comme un partenaire difficile. Ça, c'est dans les télégrammes diplomatiques. Conforté par une tension régionale qu'il n'a pas intérêt à faire décroître sans contrepartie parce qu'il lui doit son statut d'interlocuteur incontournable. Et donc, s'ancre en France l'idée que moins on parle à la Syrie, plus elle est nuisible, plus le régime syrien peut être nuisible. Que si on a un rapport de force avec Damas, on ne le gagne pas. Et la conviction surtout que sans doute il n'y a rien de particulier à gagner à courtiser la Syrie, mais il y a tout à perdre à la provoquer. Et ça, là encore, je pense qu'il y a des éléments de cette analyse qui perdurent aujourd'hui. Tous les événements violents des années 80 ne vont pas remettre en cause cette logique. L'exemple le plus significatif, c'est quand Mitterrand se rend à Damas en 84. Donc 84, on est après l'assassinat de l'ambassadeur de Lamar à Beyrouth en 81 et après l'attentat du Drakkar en 83 à Beyrouth aussi, où 58 parachutistes français ont été tués. Il y a eu des ripostes françaises ciblées au Liban. Et en novembre 84, Mitterrand se rend à Damas et il va blanchir Assad de tous les soupçons d'une politique terroriste. Et là, je cite le président français en conférence de presse avec son homologue. Il n'a pas été permis à la France d'estimer que soit l'assassinat de l'ambassadeur de Lamar, soit les explosions dramatiques qui se sont succédées à Beyrouth avaient la Syrie pour origine. Et comme le président Assad a toujours affirmé que tel n'était pas le cas, je ne vois pas pourquoi cette parole serait mise en doute. Donc on voit là tout ce qui est invoqué aujourd'hui sur le réalisme politique. Ça va pas empêcher à la relation franco-syrienne d'osciller entre les phases très violentes, les épisodes de violence intense et les rapprochements, où à chaque fois les responsabilités syriennes sont esquissées, mais sans qu'il y en ait de conclusion politique qui en soit tirée. C'est aussi l'époque où la diplomatie française va identifier que le régime syrien utilise l'arme du terrorisme comme un des éléments, un des outils de son arsenal politique, pour asseoir encore une fois son statut d'interlocuteur. Donc, encore une fois, une citation d'un télégramme de 86, cette fois, où les diplomates français écrivent « Ce qu'on appelle terrorisme n'est que la projection à l'extérieur d'un des moyens de gouverner la Syrie. » Et un peu plus loin, il faut être patient et insistant, il faut leur montrer l'intérêt qu'il y aurait à faire telle chose et les inconvénients qui résulteraient d'une autre conduite. Et en effet, en 86, les Syriens assurent aux Français qu'il ne se passera plus rien en France, la Syrie considérant alors que la conciliation est plus profitable ponctuellement comme politique à l'égard de la France. Ah oui, on y arrive. Alors je finis. Et symétriquement quand même, parce que ça explique 2011, cette centralité d'Assad
va faire que tous les mouvements sociaux sont analysés sous le seul prisme de la déstabilisation du pays. Donc les seuls acteurs que la diplomatie française enregistre et connaît, ce sont les acteurs du pouvoir. Alors elle connaît les mouvements d'opposition, les frères musulmans, les bassistes de 66, les communistes, etc. Le déficit démocratique est constaté, mais quand surviennent les événements de Hama ou quand la santé d'Assad est fragile en 83-84, la seule préoccupation, c'est est-ce que la région et le pays seront déstabilisés. Et ça, c'est en fait la construction du principe du moindre mal, qui est un terme qu'on entend encore aujourd'hui, à savoir que finalement, le régime syrien serait peut-être le moindre mal pour le pays et pour la région. Et c'est corrélé à une autre inquiétude qui est celle du vide et de l'absence d'alternative. Donc dès lors que le régime peut être considéré comme étant déstabilisé, l'obsession française va être de lui trouver au préalable une alternative, ce qui est évidemment un processus qui n'a jamais fonctionné. Pour conclure sur l'actualité très proche, donc les événements de 2011, bien sûr, ont changé la syntaxe de la relation franco-syrienne, on pourra y revenir. La France a condamné très vite la répression du régime syrien contre les soulèvements de 2011. En même temps, elle a été impuissante à impulser une politique à ses partenaires sur cette question-là. Et on voit très bien aujourd'hui comment le recul de la diplomatie française appelle une logique de bilan, en fait, où les dernières déclarations présidentielles montraient cette envie de changement. Donc le président parlait en particulier d'aggiornamento. Et ce désir de changement, en fait, sous couvert de nouveautés, revient à des thèmes éculés qui sont le moindre mal, partenaire de la lutte contre le terrorisme, facteur nécessaire de stabilisation. Et sans doute, le réel changement consisterait peut-être à prendre la conscience du poids et des limites de ces représentations de temps long. Voilà. Merci beaucoup, Manon, pour cette introduction. Peut-être avant de passer la parole à nos amis, une réflexion et une question. La réflexion, bon, il y a évidemment beaucoup de littérature sur la Syrie. Mais ce qui m'a énormément frappé, c'est que chaque ligne, ou presque, du livre renvoie à une source précise ou implicite. Précise, ça veut dire des télégrammes diplomatiques ou des déclarations. Ou implicite, ça veut dire que tu dis correspondance privée, source privée, et on comprend très bien que c'est pas tellement privé que ça, mais qu'il n'y a pas le droit d'en faire état. Donc ça m'amène à une question une chose qui m'a aussi beaucoup frappé. Jamais, je dis bien jamais, dans tout le livre, on a l'impression que l'ambassade ou les acteurs français de la relation avec la Syrie n'ont le moindre intérêt, la moindre connaissance, la moindre ouverture sur la société. On a l'impression que la société, jusqu'en 2011 évidemment, est complètement absente de la réflexion. Et je dirais, bon, il y a moins de sources de ce côté-là évidemment, mais je dirais que ça donne la même impression de l'autre côté. C'est-à-dire les Syriens ne s'appuient pas jamais sur des partis politiques, des députés. Bon, après 2011, ils ont leur contingent de courtisans qui viennent les voir, plus de droite que de gauche, mais enfin quand même, c'est quand même restreint comme phénomène. Mais il n'y a pas du tout d'interaction des sociétés. Si on prend une relation que tu as citée comme la relation franco-allemande, les sociétés jouent un grand rôle. Et il y a d'ailleurs toute une série d'institutions qui ont été créées et qui permettent de mettre en contact et de manière assez féconde les deux sociétés, les deux jeunesses en particulier, avec l'OFAGE, etc. Comment expliquer cette espèce d'aveuglement total sur tout autre élément que le président, son entourage, presque pas les ministres. Enfin, quant au Parlement, il est absent. Alors du côté syrien, ça se comprend, mais enfin du côté français, ça existe quand même un peu. Donc comment expliquer ça, à ton avis ? Merci. Je pense que la rupture de 56 qui va influer les deux exécutifs est aussi importante pour les sociétés. Et ça va faire qu'à partir de là, et dans les années 60 et suivantes, la société française garde un imaginaire
assez romantique du Liban, qui serait chrétien, plus accessible, francophone. Et la Syrie apparaît plutôt comme étant à la fois rouge et verte, nationaliste, socialiste, enfin nationaliste arabe. Et donc, il va pas y avoir d'échange, y compris avec les partis politiques. J'ai trouvé quelques documents sur un congrès commun du Parti socialiste, mais vraiment sans effet, avec le BAS dans les années 90, je crois. Mais c'est pas du tout un levier. Donc, les sociétés se connaissent mal. Il y a ce qu'on connaît de la Syrie, généralement, c'est l'héritage antique, parce qu'il fait sans doute écho à notre propre histoire, et que c'est quelque chose de familier. Mais ça va pas beaucoup au-delà. La francophonie n'est pas non plus un levier très important pour la Syrie. Elle a surtout marqué les anciennes générations. Aujourd'hui, elle est moins développée. Donc, il n'y a pas eu d'investissement des sociétés de part et d'autre. Et véritablement, la relation a été captée par le pouvoir en France et en Syrie. Même Hama, enfin la répression de Hama, qui est un des épisodes les plus sanglants de l'histoire du Proche-Orient, au-delà de la Syrie, on a l'impression qu'à Paris, on s'en rend à peine compte, quoi. Ça ne pèse pas, alors qu'il y a des dizaines de milliers de morts. Enfin, alors, j'ai pas le souvenir vécu de Hama, je sais pas comment ça s'est produit. Je pense que l'information n'a pas été connue, en tout cas pas en temps réel. Les diplomates le savaient, ils essayaient d'évaluer le nombre de morts, les destructions, et connaissaient quand même dans une certaine mesure l'ampleur du massacre, mais il n'y a pas eu de décision politique, pas de conclusion sur les limites du régime, et dans l'opinion, aucun impact. Mais on voit encore les difficultés aujourd'hui à ce que l'opinion soit sensibilisée à cette question syrienne qui apparaît quand même assez largement comme étrange et étrangère. Et je pense que ça limite les effets de solidarité. Merci beaucoup. Alors c'est à vous, Salam. Il y a un micro que... Il faut vraiment parler dans le micro pour que l'enregistrement ensuite, et donc la vidéo, soit fidèle au débat. J'ai lu le livre, j'avoue, mais j'ai suivi un petit peu les démarches pour la recherche. Pour répondre ou pour réfléchir ensemble à ce que Dominique vient de parler, c'est-à-dire la méconnaissance de la société, c'était voulu, c'était organisé. Moi, j'ai travaillé 6 ans dans une institution française à Alep. Il fallait pas avoir contact avec la société locale. Il fallait seulement s'adresser à la société sélectionnée par l'ambassade, ce que j'appelle la société civile des cocktails, ceux qui nous ressemblent, ceux qui nous parlent en français, ceux que de préférence ne se voilent pas. Et encore une fois, même si la France est un pays laïque, une république laïque, encore une fois, il faut dire que la société avec laquelle on traite le plus, c'est la société chrétienne. Alors, c'est pas une volonté personnelle d'un ambassadeur ou d'un diplomate, mais il faut voir l'ensemble de la chose. Moi, j'ai reçu des ordinateurs pour des écoles en Syrie, à Alep, d'un député qui était ministre de l'Intérieur très connu en France, et c'était explicitement dans la lettre que ces ordinateurs sont destinés à des écoles chrétiennes. J'étais choqué en tant que membre d'une institution soi-disant qui représente une république laïque, mais ça se passait comme ça. La semaine de la francophonie, j'y participais, je faisais membre du comité de la francophonie, mais tout était contrôlé sous ces angles. Alors, on a créé la société qui nous ressemble, et on n'a traité qu'avec elle. Merci. Oui, André. Oui, je voulais d'abord bravo pour la qualité de l'exposé de Myriam. Mais ce que je voulais dire, quand un chercheur, et je pense à Michel Seurat, a essayé de comprendre la Syrie de l'intérieur, on a tout fait pour l'éliminer. Il a été enlevé par le Hezbollah, il est mort dans des conditions tragiques, et je crois que c'était très dur de travailler sur la société syrienne. Voilà. Oui, d'autres questions, d'autres réflexions? Manon, oui. Juste pour compléter sur la société syrienne, je crois que même le régime ne connaît pas sa propre société. Il la connaît par
dans l'optique d'enverrouiller les éléments qui pourraient être déstabilisateurs pour lui. Mais la société syrienne est de toute façon absente, est une variable absente du rapport du régime à son propre pays. Donc ça se traduit aussi dans le rapport que les autres pays, les pays extérieurs, ont avec la Syrie. Si je peux me permettre d'ajouter, parce que je suis d'accord, c'est malheureusement un phénomène beaucoup plus large, hein, et qui est dramatique aujourd'hui, parce que il y a toujours eu des sociétés, elles ont toujours joué un rôle et on les a toujours ignorées, en Syrie comme ailleurs. Mais quand même, depuis le changement de siècle, disons, une des caractéristiques du nouveau siècle, c'est l'irruption des sociétés sur la scène politique, que ce soit dans le monde arabe, que ce soit en Russie, que ce soit Occupy aux États-Unis, etc. Je pourrais en citer beaucoup d'autres. C'est quand même une caractéristique de l'époque, et visiblement, les diplomaties s'en sont pas encore aperçues. Elles vont s'en apercevoir un jour ou l'autre, ça viendra, mais pour l'instant, une des caractéristiques dominantes de l'époque est ignorée par le travail diplomatique, et pas seulement français, pour être honnête. Hein. C'est vrai aussi que les diplomaties d'autres pays ne comprennent rien à ce qui se passe dans la société française. Donc enfin, je ne cherche pas à comprendre d'ailleurs. Donc on est quand même devant un nœud qui est un nœud très important, à mon avis, des relations internationales aujourd'hui. C'est pas du tout une question franco-syrienne, ça va bien au-delà. D'autres remarques? Oui, je vous en prie. Oui, merci. Rappelez-vous que Alain Juppé a demandé à tous ces diplomates de cette zone, Afrique du Nord, Moyen-Orient, ça marche? Oui. Ah, excusez-moi, je ne m'entends pas. On vous entend. D'accord, merci. Et Alain Juppé avait demandé à ce que enfin les diplomates français prennent contact avec l'opposition, avec les mouvements d'opposition. Jusqu'au printemps arabe, il était hors de question de toute façon, et on l'avait vu en Tunisie, hein, qu'un diplomate aille prendre contact avec quelle que soit l'opposition. Par rapport à ce que disait monsieur sur les ordinateurs, bien entendu, le lobby des chrétiens d'Orient est extrêmement puissant. Il n'y a pas de lobby en France des musulmans de Syrie ou des choses comme ça. Et il est vrai que j'ai aussi travaillé dans ces conditions-là. Bon, les ordinateurs étaient pour les chrétiens. Mais non, bien entendu que c'est pas normal. Mais je ne sais pas si c'est toujours la faute de la diplomatie, enfin la responsabilité de la diplomatie. Bien entendu qu'elle l'est, mais elle est aussi travaillée par les lobbies chrétiens, notre diplomatie. Ah bah, comment? Elle est travaillée, j'ai dit. C'est le lobby, voilà. Merci, monsieur. D'autres remarques, d'autres questions? Oui, ici ou là-bas. Enfin, il y en aura pour tout le monde, hein, pas de problème. Vas-y. Voilà. Bonjour et merci pour cet exposé. Alors voilà, moi je sais pas, c'est peut-être un peu en dehors du sujet, c'est un peu plus loin. J'aimerais votre avis sur deux questions. Alors déjà, sur l'assassinat d'Hariri en 2005, qui a été quand même un basculement, en effet, on l'a dit, de la position de Chirac, où on a beaucoup entendu la responsabilité évidente du régime syrien, et j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Et le deuxième, c'est le pourquoi, bon, même si on sait le positionnement de la France, le fait que Hollande a été vraiment prêt à bombarder la Syrie, enfin personnellement, quoi qu'on pense de l'horreur du régime, sa responsabilité, etc., dans la guerre civile, moi ça m'aurait paru quand même énorme que la France bombarde le régime syrien, et qu'il a été empêché, je dirais de ma part, pour moi, heureusement, par Obama. Il y a une inversion du rôle américain et français, normalement dans les interventions, disons, dans la région. Et qu'est-ce que vous pensez de cette faute qu'allait faire, à mon avis, Hollande? Voilà. Manon. Alors sur 2005, l'assassinat d'Hariri, en fait, ça va être un choc personnel pour le président Chirac, mais qui avait rompu les relations avec la Syrie, enfin qui avait amorcé
cette rupture dès avant, dès qu'il a su qu'il y avait des menaces proférées contre son ami et homme politique libanais et contre d'autres acteurs libanais. Et aussi parce que le rôle de conseiller qu'il avait vendu auprès des Américains, à savoir vous êtes en difficulté en Irak, mais j'ai l'oreille de Bachar al-Assad, je peux lui dire de mieux contrôler la frontière syro-irakienne, etc. Ce rôle de conseiller ne marchait plus. À ça, on peut ajouter aussi que les intentions de réforme affichées par Assad et soutenues par la France n'ont évidemment pas abouti. Donc tout ça fait que la rupture des relations a lieu. Le facteur Hariri est souvent, je pense, surévalué. Enfin, ça accentue la réaction française par rapport au régime syrien. Mais c'est pas Hariri qui a fait la politique française sous la présidence Chirac. C'était un interlocuteur privilégié, très écouté. C'est sans doute lui qui a fait apparaître dans le vocabulaire français cette idée qu'il y avait un axe chiite inquiétant dans la région qui serait fait de l'Iran, du régime syrien et du Hezbollah. Mais le président Chirac avait aussi une rationalité française, je crois, à défendre. Là où ça bascule, c'est vraiment au moment de l'assassinat où la politique de Chirac est d'ostraciser la Syrie par tous les moyens. Et il va se saisir de l'outil qui est l'ONU pour ça. Donc très vite, ce dossier de l'assassinat d'Hariri va quitter le dossier de la politique française pour en fait être saisi par l'ONU qui va monter un tribunal. Donc évidemment, je me prononcerai pas sur les conclusions auxquelles va mener ce tribunal, mais la conviction française, c'est que le régime est derrière ça et qu'il faut que l'enquête puisse avoir lieu dans des conditions normales, ce qui a souvent été d'ailleurs empêché. Et je crois que les dernières conclusions pointaient des membres du Hezbollah avec les liens qu'on connaît bien sûr de ce parti avec le régime syrien. Donc c'est une rupture fondamentale à mettre dans un contexte quand même plus général de la politique de Chirac dans la région. Pour 2013, alors je ne partage pas votre analyse. Je crois que, en particulier à partir du moment où avait été établi comme ligne rouge le fait que l'utilisation d'armes chimiques impliquerait une réaction, sans que celle-ci ait été forcément précisée. C'était la déclaration d'Obama en 2012. À partir du moment où des armes chimiques avaient été employées, ne pas réagir, c'était permettre au régime d'Assad, enfin lui faire comprendre que tout type d'action serait en fait toléré et que la communauté internationale ne réagirait à aucune d'entre elles. Je ne sais pas si la France pouvait intervenir seule, c'était sans doute politiquement et militairement difficile. Ce que je crois par contre, c'est que ça a été un tournant dans la crise. Ça a été aussi le moment à partir duquel on a vu se développer le phénomène djihadiste, qui était inexistant en 2011, puisque pour les Syriens qui se battaient contre le régime, il devenait évident que le principal acteur de la violence contre eux n'était pas sanctionné. C'est pas un vocabulaire que j'aime beaucoup, mais qu'il n'y avait pas de réaction lorsqu'ils franchissaient ces règles, qui sont des règles du droit international. Enfin, employer des armes chimiques, c'est interdit par le droit international. Donc la position française a été ensuite sans doute mal enrobée rhétoriquement, puisqu'on a parlé de punir le régime, et je pense que ça desservait la politique qu'elle voulait mener. Mais une réaction m'aurait semblé à ce moment-là nécessaire, ponctuelle, pas pour renverser le régime, mais pour signifier que ce ne serait pas accepté et peut-être permettre à la société civile d'émerger comme a essayé de le faire. Juste maintenant, pour revenir, mettons à part ce qui s'est passé depuis 2011, parce que c'est une question très chaude et on ne va pas ici refaire le débat, bon, je pense. Hein. Mais quand on revient un peu en arrière, l'impression que donnent les choses quand on lit ton livre, c'est qu'au fond, on tolère tout du régime syrien si ça va dans le sens de nos intérêts, quoi. C'est-à-dire, quand le régime syrien intervient en 1976 aux côtés des chrétiens, des maronites, des phalanges, et commence d'ailleurs par détruire et massacrer le camp palestinien de Tal al-Zatar pendant l'été 1976, il n'y a pas de réaction française, parce que ça va dans le sens du pouvoir qu'on défend au Liban. Quand ensuite les Syriens restent au Liban, tant que ça contribue à la stabilité générale, on n'a pas de grand discours contre l'occupation syrienne du Liban. Et puis tout d'un coup, évidemment, avec l'assassinat d'Hariri, qui, je rappelle quand même, c'est pas une coïncidence, il y a en même temps beaucoup d'autres assassinats. Mon camarade et ami Samir Kassir
qui est assassiné, le secrétaire général du Parti communiste libanais, Georges Aoui, Jumblat. Enfin, je veux dire, on a quand même toute une série d'actes terribles. Alors là, effectivement, ça bascule. On a quand même, comment je dirais, la relation est à géométrie variable, quoi. Le parallèle le plus frappant, c'est l'assassinat de l'ambassadeur de la Mar en 81, pas de réaction française, quasiment. Il n'y a même pas une résolution à l'ONU, je crois. Et l'assassinat de Rafik Hariri en 2005, où là, toute la machine onusienne est mobilisée par la France, par les diplomates français, qui occupent peut-être 80% de leur temps à convaincre leurs partenaires qu'il faut adopter une résolution fragilisant la Syrie ou la sanctionnant. Donc évidemment qu'il y a une dimension personnelle à ce moment-là qui joue, mais je crois aussi que c'est le contexte de l'après-guerre en Irak et du fait que le pari que fait Chirac sur Bachar, qui était un pari très impopulaire auprès de son opinion et de ses partenaires, ne porte aucun fruit. Donc le levier ne fonctionne pas et là la rupture est effectivement très brutale et à 180 degrés par rapport à ce qui avait été tenté. D'autres questions ? Bonjour. Moi, je m'interrogeais en fait sur la période 2007-2011 précisément. Si j'ai bien suivi, il y a quand même un mouvement de rapprochement sous Nicolas Sarkozy avec le régime syrien. Donc, je me demandais, vu l'échec précédent, quels étaient les bénéfices recherchés par le gouvernement français. Il y a quelques investissements économiques, je sais, notamment le plus important, l'usine Lafarge, je crois, dont on a beaucoup parlé. Peut-être aussi des bénéfices politiques dans le contexte régional. Voilà, je me posais la question en fait sur cette période. En fait, en voulant tellement faire de l'anti-Chirac, je pense que Nicolas Sarkozy a refait du Chirac entièrement sur une période plus courte. Et à chaque fois qu'un nouveau président est élu, on a une dynamique de relance en pensant que peut-être on pourra obtenir quelque chose du régime syrien et puis une phase de déception. Donc c'est ce qu'a eu Nicolas Sarkozy. Alors les bénéfices escomptés, c'était d'avoir un rôle sur le dossier israélo-arabe en étant le médiateur d'une paix entre la Syrie et Israël et l'Union pour la Méditerranée. Donc en 2008, c'est les deux points qu'il obtient d'ailleurs de la déclaration conjointe avec Assad, c'est ces deux-là. C'est aussi débloquer les élections présidentielles libanaises, puisque la Syrie est toujours au centre de cette question-là, ce qui va aboutir à l'élection de Michel Sleiman à l'époque. Et économiquement, c'est vrai que sous la présidence Sarkozy, c'est un élément qui compte, ce qui fait en fait qu'en 2010, je crois, François Fillon va à Damas et il se réjouit de l'ouverture du régime syrien quelques mois avant le soulèvement de 2011. Donc on voit encore une fois qu'on a une approche très géostratégique, dossiers régionaux, dimension économique éventuellement quand c'est possible, là ça semble être le cas, qui omet complètement les frémissements qu'il pouvait y avoir dans la société et qui ont conduit à l'aveuglement qu'on connaît aujourd'hui. Je voudrais savoir la diplomatie française, comment on regarde la relation ou l'influence de l'Union soviétique ou la Russe sur la Syrie. Comment les Français influencent les Russes? Non, comment la diplomatie française considère sur toute la période. Oui. Il y a plusieurs séquences. Alors, au tout début de la guerre froide, la Syrie est vue comme pouvant basculer dans le camp soviétique. Donc c'est ce rapport-là qui intéresse à l'époque les Français. C'est pas encore le cas parce qu'il y a une politique de neutralité qui est alors défendue. Et ensuite, ça change assez vite. Donc la vision qu'a la France de la politique russe en Syrie. Moi, je l'ai pas vu apparaître beaucoup en vérité dans les télégrammes diplomatiques où on a vraiment une approche régionale et l'idée c'est de se hisser au niveau des Américains sur ces questions stratégiques importantes. Et d'ailleurs, ça va se solder par à la chute de l'URSS, le fait que la Syrie entre dans la coalition
de 91 contre l'Irak de Saddam Hussein, et donc réintègre en fait un camp occidental. C'est comme ça que ça a été perçu à l'époque, avec toutes les limites évidemment qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, la question russe, je l'ai pas vu beaucoup apparaître sur la dimension syrienne, peut-être plus dans le domaine culturel ou de la formation d'ingénieurs syriens. Peut-être que Salam saurait davantage, où là il y a une politique russe qui a été effective et offensive dans ces années 70-80. Beaucoup d'étudiants syriens allaient en Russie, et beaucoup moins sans doute à Paris, mais j'ai pas eu d'autres événements marquants à souligner. Si je mobilise mes souvenirs, il y a quand même une grande continuité dans la relation de Damas à Moscou, que ce soit Moscou soviétique ou Moscou russe. C'est-à-dire que c'est quand même la principale puissance dont l'objectif numéro un, pour ce qui est de notre sujet, c'est de sauver le régime. Avant, du temps de l'Union soviétique, quand même l'Union soviétique est le principal fournisseur d'armes du régime syrien, et ça continue avec la Russie, et on a vu quand même Poutine faire en sorte de sauver le régime dont on sait qu'il était à bout de souffle à l'été 2015, puisque Bachar lui-même avait dit « j'ai plus les forces, mon armée n'a plus les forces ». Donc on a quand même une grande continuité, il me semble, hein, dans la présence et l'importance de la présence soviétique et ensuite russe. Et deuxièmement, ce qui est frappant, c'est qu'ils sont cocus de la même manière avant comme après. Parce que jamais ils n'obtiendront du régime ce qu'ils voudraient en obtenir, bien qu'ils l'aient sauvé ou défendu ou armé à de très nombreuses reprises, quoi. On a l'impression que les Syriens jouent, là aussi, comme tu disais tout à l'heure, de leur faiblesse par rapport à la force, quoi. Oui, pour les Russes, si on le voit aujourd'hui, c'est tout le problème d'avoir un allié faible, en fait, qui sont obligés de soutenir à bout de bras. En 2013, c'est eux aussi qui ont sauvé le régime par cet accord technique sur le désarmement chimique qui n'apportait aucune solution à la question. En 2015, ils interviennent directement. On voit maintenant qu'ils ouvrent d'autres formats de négociation à Astana, à Sochi, pour mettre Genève de côté. Mais quand il s'agit d'obtenir vraiment des compromis que les Russes pourraient présenter à leurs partenaires à l'ONU, par exemple, ils en sont assez largement incapables. Même des concessions humanitaires, lever le siège des villes, permettre à des denrées humanitaires d'arriver dans ces localités, donner des informations sur les disparus, sur les prisonniers. Les Russes sont même pas capables d'obtenir ça. Donc c'est un régime qui est incapable de faire des compromis parce que ça le fragilise trop. Puis c'est pas dans sa logique. Donc le partenariat syro-russe est en fait un partenariat qui tient très difficilement et qui est pas forcément en faveur des Russes. Ça s'allume comme ça. Ça marche comme ça? Oui. Bon, bonjour. J'aurais voulu, on a parlé d'un printemps syrien, et j'aurais voulu savoir, à l'arrivée, oui, c'était le printemps de Damas, c'est ça? Et j'aurais voulu savoir quels étaient les éléments de son éclosion et sa réalité et les raisons de sa fin brutale. De 2000? Oui. Ah oui. C'est l'ambiance de l'arrivée au pouvoir de Bachar el-Assad. En ayant changé la constitution, c'était une arrivée au pouvoir prévue qui, en fait, il s'est attribué tous les éléments de l'ouverture et de la modernité que les Occidentaux voulaient entendre. Donc, il s'est bien approprié ce vocabulaire. Il a commencé à parler de société civile, en ayant bien conscience de la valeur que ça avait auprès de ses partenaires. Et sur le terrain, ça a correspondu à la mise en place de ce qu'on a appelé des forums de discussion, qui avait pour objectif de pouvoir alors mettre en cause le régime, peut-être pas, mais de pouvoir mettre en cause les politiques suivies et se prononcer sur des dossiers politiques, économiques. Ça a duré très peu, puisque dès 2001, il y a eu les premières arrestations et la plupart des forums ont été fermés. Donc ça a correspondu à une fenêtre très brève qui a pu être perçu comme un appel d'air dans la société syrienne, et les Occidentaux étaient ravis de le voir comme ça, et ce qui a duré quelques mois, en fait peut-être un an, parce que, encore une fois, cette idée de réforme du régime qui a été promue de nombreuses fois, et la France a essayé de participer à ça en 2002-2003 en réformant l'administration syrienne sur demande des Syriens, et bien cette idée de réforme est en fait bien souvent
utilisé par le régime pour son propre maintien au pouvoir. C'est ce qu'Elisabeth Picard appelle se réformer pour durer. Mais en fait, c'est donner l'illusion d'une réforme pour se maintenir au pouvoir. C'est une soupape. Ça permet déjà de verrouiller la scène interne et ensuite de convaincre des partenaires internationaux, et ça a été le cas au tout début de la présidence d'Assad, sans qu'il y ait des faits. Et maintenant, on le sait aujourd'hui. Juste pour te pousser dans tes retranchements quand même, qui décide que c'est fini? Parce que certains, que je connais même, disent Bachar voulait essayer ça. Vraiment. Il voulait jouer cette carte et son entourage familial, c'est-à-dire la direction du pays, elle en a dissuadé très vite parce que bon, le risque d'une ouverture... il ne faut pas oublier le traumatisme gorbatchevien. Hein, c'est-à-dire quand on ouvre, on ne sait pas très bien sur quoi on ouvre. Moi, c'est l'argument que j'ai entendu des Français qui ont voulu y croire aussi, effectivement. Et tous, pratiquement chez tous, j'ai eu le mot de sincérité, disant que Bachar était sincère dans sa volonté d'ouverture et qu'il a été piégé ensuite par la vieille garde. Alors, bon, évidemment, Assad avait préparé sa succession et la vieille garde était là aussi pour verrouiller le système. Maintenant, le régime n'est pas suffisamment transparent pour qu'on sache qui décide tout quoi. C'est le président, c'est quand même le responsable de la politique menée. Même s'il y a eu des pressions ou des mises, ou s'il a été alerté de la fragilisation que ça pouvait engendrer, il a été quand même à la tête de ce régime et il l'est encore. Oui, est-ce que la Russie n'a pas sauvé l'État syrien en aidant Bachar el-Assad? Parce que l'ambassadeur de Russie, qui était invité ici même, on a reproché à la Russie d'aider un tyran, etc., etc. On lui a montré des photos de prisonniers maltraités, assassinés. Il a fait semblant de ne pas comprendre. On lui a même remis le livre des photos. Il a dit non, ce n'est pas pour les beaux yeux de Bachar el-Assad, mais c'est pour sauver l'État syrien. Ce qui pouvait être sauvable. Parce qu'après, sinon, c'était la Libye, c'était l'Irak, c'était... Voilà, ça. Donc, est-ce qu'elle ne fait pas bien de sauver l'État? Je précise pour ceux qui s'en souviennent, parce que vous vous en souvenez visiblement, que c'était une période où l'argumentation officielle des Russes, c'était de dire on lutte contre le terrorisme, contre Daesh. L'ambassadeur, Orlov, n'a pas dit un mot de Daesh dans toute sa présentation ici, qui n'a pas été filmée, puisqu'il ne souhaitait pas qu'elle le soit, et il a dit clairement on est là pour sauver l'État, sauver le régime, enfin l'État, le régime. Alors ça aussi, je pense que c'est un mythe dans la manière dont on traite de la Syrie, cette idée qu'on aurait besoin d'un État fort et puis que Assad aujourd'hui serait à la tête d'un État fort. Les Russes sauvent le régime pour le moment. L'État, à mon avis, est déjà un État éclaté. L'armée est une armée de milices. Le régime, pour s'en sortir, n'a eu de cesse de devoir se mettre sous la coupe de nouveaux partenaires étrangers. La souveraineté même n'est plus établie pour ce régime sur l'ensemble de son territoire. Donc, ce mythe de l'État fort et du fait que ça impliquerait la stabilité d'un région, on le retrouve aussi en fait dans les débats parlementaires français. Mais on est déjà au-delà, je crois, d'un État fort. Enfin, pour moi, l'État syrien est déjà inexistant. Là, il est animé par un clan qui donne l'illusion d'être un État et qui donc occupe allègrement son siège au Conseil à l'ONU ou dans les différentes instances internationales, ce qui est pour lui un gage de reconnaissance. Oui, ceux parmi les diplomates européens qui croyaient encore au début des années 2000 qu'Assad allait réformer, qu'il ne pouvait pas, ils n'ont pas lu l'état de barbarie de Michel Serra. Ils n'ont pas compris le fondement même de ce système. Assad, c'était le fils de son père, c'est le fils d'un système très complexe et qui fonctionnait et qui nous a montré qu'il fonctionne toujours bien, en tant que système, pas en tant qu'État, ni en tant qu'autre chose. Pour revenir sur les raisons pour lesquelles tous les Français politiques voulaient renouer avec les régimes successifs en Syrie au père-fils, c'était aussi pour éviter les attentats à Paris. Tout simplement. Ça a été dit. Et maintenant, M. Macron, il pense la même chose. Et le chef de service de renseignement français, il s'est rendu à Damas.
il a été reçu par Ali Mamlouk. Il a demandé qu'il n'y aura pas d'attentat à Damas, à Paris. Et la réponse, ça a été très clair, ouvrez votre ambassade à Damas. On verra plus tard. Alors si les attentats guident la politique d'un État souverain comme la France, bonjour les dégâts. Juste une réaction sur la réouverture de l'ambassade, sur cette question qui commence à émerger un peu dans le changement que voudrait la nouvelle présidence. Je suis aussi convaincue qu'il n'y aura pas de réouverture d'ambassade sans que Assad nous pousse la diplomatie française presque à s'excuser de la politique qu'elle a suivie pendant 6 ans ou 7 ans. Donc il n'y aura aucune contrepartie à l'ouverture de l'ambassade. Elle sera obtenue à moindre coût par le régime s'il l'obtient. Et je crois que la politique française doit être très consciente du fait qu'il n'y aura pas de compromis dans ce cadre-là. Quand même, la plasticité de la diplomatie française est parfois étonnante, parce que quand on lit ton livre, moi je n'avais pas gardé la mémoire de ça, cette conférence de presse de François Mitterrand à Damas, où il fait comme si l'assassinat de Delamarre et ensuite l'attentat du Drakkar, il s'était rien passé, qui en tout cas implique la Syrie. C'est stupéfiant, c'est quand même un ambassadeur de France assassiné, c'est quand même 60 soldats français assassinés, et puis les soldats américains aussi, au même moment ou presque. C'est quand même étonnant. Tu dis jamais, mais bon, on n'a pas l'impression que le jamais est vraiment, que jamais est une parole connue en France, quoi. Oui, non, c'est sûr. Et je pense que sur ce point-là, la diplomatie n'a pas de mémoire, en fait. Et on réenclenche les mêmes cycles. Et là, j'ai l'impression qu'on est à l'aube d'une tentation très grande qui consistera en fait au même calcul qu'a fait François Mitterrand en 84. Et encore une fois, sous couvert de nouveautés, de réalisme, de bilan, on revient à la politique des années 80. Oui. À propos de cette proximité des notables syriens avec les services de l'ambassade, qui n'est pas une spécialité des ambassades en Syrie, mais aussi ailleurs. Hein. Alors, est-ce que cette proximité ne permet pas de voir les frémissements qui se déroulent au sein de la société, mécontentement, etc., enfin des gens de conditions modestes? Mais alors, ma question, est-ce qu'il n'y a pas des services français qui permettent de piocher un petit peu ces frémissements au sein de la société, qui les transmettent par des voies pas diplomatiques, mais des autres voies aux responsables français, non? Ou bien ces renseignements figurent dans des documents qui sont encore classés? Oui, alors évidemment, il y a le problème de l'accès aux sources sur ces questions-là, et notamment sur les services de renseignement, où moi j'ai pu mener que des entretiens, mais on me disait que ce qu'on voulait bien me dire. Mais même au sein de l'ambassade à Damas, il y a eu des diplomates arabisants et excellents, des numéros 2, des numéros 3, qui ont passé leur temps à se promener dans les banlieues de Damas, dans les provinces, et qui, je pense, ont pu faire part du fait que le système arrivait à ses limites pour ces gens-là. Ensuite, moi, de ce que j'ai vu, c'est que ça a monté jamais de niveau, qu'il n'y avait jamais de conclusion qui en était tirée, jamais de montée en généralisation, et que donc même l'information, lorsqu'elle existe, même partielle, ne permet pas à la politique de s'adapter ou de prendre en compte d'autres données, parce qu'on reste dans ce schéma de rapport d'État à État, ce qui est la base des relations internationales, et on passe à côté de toute une dimension qui est la dimension sociétale. Je appelle la société civile des cocktails. Oui, exactement. Oui. Très bonne forme. Allez-y, c'est bon. Okay. Oui, bonjour. Alors, en ce moment, je crois que la priorité... Oui, c'est bon. Alors, en ce moment, la priorité du régime, ça a l'air d'être la province d'Idlib, mais je pense qu'ils ont envie de reconquérir tout le territoire, notamment le Rojava. Est-ce que vous ne pensez pas que, pour une fois, la diplomatie française a une carte à jouer, peut-être vis-à-vis du régime, ou est-ce que vous pensez finalement que c'est peut-être pas une si bonne carte que ça? Et comment est-ce que la diplomatie française, selon vous, pourrait jouer cette carte pour essayer de revenir un peu, ou en tout cas, se servir comme levier vis-à-vis de
du régime syrien. Ce sera la carte kurde? Ouais, enfin, Kurdes et des tribus arabes, mais surtout kurdes, quoi. Ouais. Sur le Rojava, par exemple, je sais pas, monnayer un abandon de certaines zones, demander un retrait de certaines zones pour peut-être avoir plus de présence économique ou politique dans d'autres parties du pays. Est-ce que vous pensez que c'est une carte qui peut être jouée, ou est-ce que vous pensez que non? Je crois en fait que la France n'est même pas un interlocuteur que recherchent les Syriens sur ces questions-là. Ils essayent de convaincre des puissances plus influentes pour eux. À mon avis, maintenant, la France n'apparaît pas dans le spectre du régime syrien. Alors, une relance des relations, une réouverture de l'ambassade serait symboliquement une victoire pour le régime, mais je pense pas qu'il y ait ce genre de négociation. Par contre, si je fais un peu si je tire un peu les leçons du passé de la politique française et de ce qu'elle a fait depuis 2011, il me semble qu'en 2011-2012, elle avait ce contact avec les territoires libérés hors des zones sous contrôle du régime par le soutien qu'elle a eu notamment auprès des comités locaux de coordination, etc. Elle avait fini par connaître les sociétés. Je crois que ce lien a été perdu. Alors là, il y a sans doute des gens mieux renseignés que moi, les diplomates nous le diraient, mais je crois qu'elle a tout intérêt à envisager une gouvernance locale, comment elle peut revenir sur ce dossier à partir des dossiers locaux, des régions. Et la question de la reconstruction posera en particulier ce problème-là. Il est inenvisageable d'aborder une reconstruction qui passerait par Damas. Donc, il me semble qu'il faut quand même connaître à nouveau ces régions et ces acteurs, mais il me semble qu'on en est assez loin. Maintenant, est-ce que, pour parler du Rojava, la puissance importante, c'est pas les Américains aujourd'hui. C'est-à-dire avec leur rôle militaire, visiblement qu'ils jouent, enfin en tout cas qu'ils affirment jouer. Est-ce qu'il y a place pour une présence française dans un conflit précis, localisé, où les acteurs sont avant tout appuyés par les Américains et menacés peut-être par le régime, mais aussi par les Turcs. Donc, oui, je suis même pas sûre que les Américains soient un acteur important en fait aujourd'hui. Enfin, je vois pas bien se dessiner la stratégie américaine sous Trump depuis la frappe qui avait eu lieu après à nouveau l'emploi d'attaques chimiques, mais ça articulé politiquement à rien. Alors là, il y a eu la déclaration du soutien de 30 000 miliciens kurdes, je crois, pour la frontière nord de la Syrie, ce qui posera des problèmes avec les Turcs, et donc j'ai l'impression qu'il y a déjà un recul sur cette question-là. La stratégie américaine me semble être quand même, comme tous les pays occidentaux, d'abord la lutte contre le terrorisme, sans prendre en compte les causalités qui ont mené à l'apparition de l'État islamique. Donc c'est-à-dire qu'on a une approche de très court terme, les Américains comme nous. Les Kurdes, dans cette approche, ont été les partenaires commodes. Là aussi, il y a une histoire longue avec les Kurdes, tant pour les Français que pour les Américains. Maintenant, tout ce calcul-là posera aussi, encore une fois, la question de la gouvernance de ces régions. Si on a sursoutenu des populations kurdes et des milices kurdes dans ces régions, à quelle gouvernance ça va arriver? Est-ce que les populations arabes sunnites de ces régions accepteront cette nouvelle domination? Il va falloir à un moment envisager une représentativité des Syriens comme citoyens dans leurs instances de gouvernance, et soutenir une faction contre une autre rencontre cette limite-là, à mon avis. D'autres questions? Attendez, il faut prendre un micro. Bonjour. On ne parle pas beaucoup des réfugiés syriens. Sans doute ne sont-ils pas au cœur du sujet, mais pourtant, qui sont-ils? Où sont-ils? Que font-ils? Que veut-on en faire? La vaste question. Les réfugiés syriens sont d'abord ceux qui ont fui les bombardements du régime, ensuite ceux qui ont fui l'État islamique, à l'issue de parcours parfois très longs de 2 ans, 3 ans. Enfin, quand ils arrivent en Europe, ils ont peut-être quitté la Syrie en 2012, 2013, 2014. Donc, c'est des parcours du combattant, évidemment. Je crois qu'ils quittent encore aujourd'hui les zones sous gouvernance du régime, donc ce qui est bien le signe que la reprise en main par le régime ne constitue pas une solution.
même si on pense qu'il peut évoluer. Et surtout, ce qu'on note, puisque mon sujet c'est plutôt la politique française, c'est qu'on a un prisme qui est totalement sécuritaire dans la gestion de cette question-là, qui est incapable d'envisager des flux de réfugiés qui pourraient entrer librement, ressortir librement, ce qui, je crois, pourrait résoudre en partie la question de l'illégalité, parce qu'on est dans l'illégalité à partir du moment où on ne peut pas entrer librement dans un pays, et cette pression arrive quand les frontières sont fermées, justement. Donc il me semble que la question est très mal abordée. Maintenant, je ne suis pas spécialiste de la question migratoire, mais il n'y a pas de politique française sur ce sujet. Elle est en tout cas bien moins engagée que ce qu'ont pu faire d'autres partenaires en Europe, et il n'y a pas de politique européenne cohérente non plus. Alors ça peut être un des éléments de pression qui pousserait la France et l'Europe à se saisir véritablement de la crise syrienne. Mais ça, on le dit depuis 3-4 ans, en disant que l'Europe sera touchée par deux phénomènes, les réfugiés et le terrorisme, bien avant que les États-Unis le soient. Et en fait, ça n'a pas mené pour le moment à une politique cohérente. Donc, et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'évolution sur ce sujet. On imagine mal que la politique de Macron-Collomb permette d'avoir une position française offensive sur la question des réfugiés syriens. C'est quand même, il faut le rappeler, hein, la moitié de la population de la Syrie qui a quitté ses foyers. Bon, encore une moitié est à l'étranger, mais c'est quand même la moitié de la population, quoi. On imagine 33 millions de Français en vadrouille, c'est impensable, quoi. D'autres questions? Il y avait une dame, je crois, ici. J'aurais souhaité reprendre le mot citoyen. Il me semble que dans ces pays-là, la notion de citoyen n'existe pas, que ce sont des clans théocratiques, ce sont des législations qui gèrent la vie courante des individus qui sont évidemment malmenés, mais il n'y a pas la notion de citoyen que nous, on a créée à la Révolution française, 1789, hein, faut bien le rappeler à l'esprit, et vraiment, c'est surprenant dans ces pays, c'est féodal. Ce sont des clans, ce sont des prises de pouvoir par une minorité infime. Bien sûr, ça peut exister sous d'autres formes chez nous, mais quand même, il y a ce problème de législation de la vie courante qui est d'ordre théocratique. Pour moi, hein, bien sûr, c'est mon point de vue. Qu'en pensez-vous? Donc bien sûr, il y a la notion de citoyen dans ce pays comme dans les autres, et l'équivalent en arabe d'ailleurs existe et est fréquemment employé, de plus en plus depuis 2011. Tous les comités civils qui sont organisés le sont sur la base de la citoyenneté, de l'appartenance citoyenne à ce pays. Toutes les dérives, je crois, que vous décrivez sont issues de la gestion par les régimes qui ont voulu faire de ces sociétés un amalgame de différentes communautés en se faisant les protecteurs de certaines contre une majorité construite comme menaçante. Donc c'est une construction politique. Cette gestion par communauté. Ça a été la construction coloniale des Français et ça a été celle des régimes autoritaires aujourd'hui. Mais je suis pas inquiète sur la réémergence, pour nous, à nos yeux, de cette idée de citoyenneté chez eux, mais qui existe déjà, bien sûr. D'autres questions? Le temps pour une ou deux. Et moi, c'était plus une remarque qu'une question par rapport à ce qu'a dit le monsieur sur les réfugiés et sur les déplacés internes, puisque donc la moitié de la population est déplacée, mais la moitié de cette moitié est en fait toujours en Syrie. On a plus de 6 millions de déplacés internes, et je pense que ça joue quand même un vrai rôle dans la politique et qu'on le sous-estime, puisque en Syrie, il y a quand même beaucoup de déplacements forcés en fait de ces déplacés internes d'une zone à l'autre. Et que ça va jouer, je pense, un grand rôle demain quand... la guerre ne va pas s'arrêter tout de suite, mais en tout cas, je pense que ça a vraiment un rôle dans les politiques qui sont menées. Voilà. Encore une question, peut-être? Oui. Oui, moi je voudrais savoir si le régime syrien n'a pas aussi profité de la prévalence aujourd'hui de la soi-disant réelle politique. Kissinger, qui a enseigné la réelle politique à Harvard avant de la pratiquer au département d'État américain, ne tarissait pas d'éloges sur Hafez el-Assad.
Et on parlait de Mitterrand et de sa réaction, mais je veux dire, mais il avait comme conseiller diplomatique qui à l'époque, celui qui sera après ministre des Affaires étrangères de Jospin, c'est-à-dire Hubert Védrine, notre petit Kissinger de sous-préfecture, si je puis dire. Et qu'aujourd'hui, Hubert Védrine nous incite à soutenir Sisi comme rempart contre l'islamisme, alors qu'il en est la cause principale. Ça a bénéficié aussi qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à l'échelle internationale, la réelle politique se porte bien, quoi. La soi-disant réelle politique, parce qu'elle consiste à dire que si un élément est solide, il faut le soutenir, même s'il est la cause du problème qu'on cherche à résoudre. C'est de l'irréel politique. Oui, et le régime syrien en a profité à mort, quoi. Oui, non, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Et Assad a construit Assad père, cette image de Bismarck du monde arabe, comme disait Kissinger, et on trouve la même fascination quand il vient à Paris en 76, où on le présente comme un homme politique réaliste avec qui on peut traiter. Et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, le réalisme cache en fait de très mauvais calculs, des calculs éculés qui ont montré leurs échecs et qui consistent à parier sur des acteurs qui sont les causes de la déstabilisation. Mais je crois qu'il y a aussi finalement des restes d'une approche coloniale de ces pays, à savoir qu'on a besoin d'interlocuteurs forts en face, avec qui traiter, qui seront finalement tout au plus des gardes-barrières qui rassurent l'Europe parce qu'ils se présentent comme pouvant limiter les flux de réfugiés et puis limiter le phénomène du terrorisme. Et c'est la préoccupation européenne aujourd'hui. Et donc on cherche des gardes-barrières en face comme interlocuteurs au sud de la Méditerranée et on continue à ignorer ce qui peut se passer dans les sociétés. Et c'est tout l'inverse du réalisme à mon avis, je suis bien d'accord. Comme tu as prononcé le mot colonial, une dernière question là-dessus. Dans ton livre, tu balayes assez rapidement l'idée que la période du mandat continuerait d'avoir une influence sur les comportements des deux diplomaties, syrienne et française. Ce que tu écris est d'ailleurs, je dis, assez convaincant, mais j'aimerais peut-être que tu en dises un mot maintenant, parce que c'est vrai que on a une espèce de réflexe culturel, politique, qui consiste souvent à dire « Ah, mais ça remonte au mandat, tout ça c'est lié à Sykes-Picot ». Comme je partage un peu ton scepticisme là-dessus, j'aimerais que tu peut-être en dire quelques mots avant qu'on termine. Oui, sur la période mandataire, ce que je voulais montrer, c'est que l'histoire coloniale entre la France et la Syrie n'avait rien à voir avec ce qu'on peut voir entre la France et l'Algérie, par exemple. Alors, c'était une présence évidemment plus courte, sous un mandat qui était le mandat de la SDN en 1920, mais ambigu, qui visait à mener ces pays vers l'autonomie tout en reconnaissant qu'ils avaient besoin aussi d'être civilisés. Donc il y a cette ambiguïté dans les termes du mandat. Et je crois que la rupture de 56, la crise de Suez, va mettre fin à la prégnance de l'héritage mandataire par des nouvelles politiques. Et donc quand ça réapparaît dans les discours, en particulier sous la présidence de Hafez al-Assad dans les années 70, c'est une image qui est instrumentalisée. Et donc on retrouve très souvent évidemment l'idée d'occupation, de colonisation dont a été victime la Syrie. Mais petit à petit, la France n'est plus citée parce que ça a plus d'écho dans la société syrienne, sauf dans certaines. Et en France et en Syrie, il y a certaines communautés qui idéalisent le mandat. Mais pour le président syrien, mentionner la France n'a plus d'effet. Et donc, quand il parle de colonisation et d'histoire longue syrienne, c'est en fait pour reporter l'accusation sur le colonisateur contemporain pour lui, à savoir Israël. Donc, il utilise le fait que la Syrie a été occupée, mais pour des objectifs très contemporains. Et je crois que son fils, en fait, fait la même chose. Il avait fait un discours, je crois, en 2013, le jour de l'indépendance syrienne, de la fête d'indépendance, le 17 avril, qui est le jour du départ du dernier soldat français, où il cite peut-être 15 ou 20 fois le colonialisme sous ses nouvelles formes, mais là encore, il cite plus la France. Donc ça a plus de sens, en fait, pour mobiliser que de citer le mandat français. Merci beaucoup, Manon, et bravo.